Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Oumrati Mohamed, doctorante à l'INALCO et en co-direction à Sciences Po Paris. Je suis aussi en terrain et financée par la Japan Foundation et accueillie à l'université Waseda, à l'université Waseda. Donc, ma présentation aujourd'hui qui s'intitule « La fin du programme de formation des apprentis techniciens au Japon, un échec ou une redéfinition des objectifs de la politique migratoire ». En fait, cette présentation elle s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de ma thèse. J'étudie l'évolution des politiques migratoires japonaises, particulièrement en termes de discours. Et donc, particulièrement en termes de discours depuis les années 1990. Alors, pourquoi les années 1990? Parce que c'est une date très importante pour les politiques migratoires japonaises. Alors, juste pour introduire un peu et un peu contextualiser, entre 85 et 91, le Japon est dans une période qu'on appelle bulle spéculative. Pour le dire très simplement, ce que ça veut dire, c'est que c'est une période de haute croissance économique. Et si avant, le Japon n'avait pas eu besoin de travailleurs étrangers pour son marché du travail. Pendant cette période-là particulièrement, là, le Japon rencontrait en fait une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, ça tombe bien parce que certains pays d'Asie, particulièrement la Chine, avaient aussi besoin de travailler et donc venaient avec des visas de touristes ou étudiants, puisqu'il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment de système pour les accueillir. Donc, ils venaient avec des visas de statut, des statuts de touristes ou étudiants et outrepasser la validité de leur visa et travailler au Japon de manière illégale. Alors, ce n'était pas un problème. euh, Enfin, c'est devenu un problème à partir des années 90. Comme vous voyez, la bulle spéculative, elle éclate en 1991. Et à partir de là, ces étrangers deviennent un problème. Et la réforme de la loi sur le contrôle de l'immigration en 1990, elle intervient justement pour lutter contre l'augmentation de la présence d'étrangers en situation irrégulière, en japonais, Furodai Ryusha. La réforme de la loi sur le contrôle de l'immigration, elle introduit également 27 visas, dont 18 visas de travail. Et il faut savoir qu'il n'y en a aucun pour ce qu'on appelait à l'époque les secteurs Sankei. Donc Sankei, c'est Kitanae Kitsui Kiken, ou en français dégradant, difficile, dangereux, qui en fait désigne des métiers manuels, col bleu, etc. Et ce parce que la politique, jusqu'à très récemment, c'était de dire on priorise l'accueil de talents qualifiés, Gaikoku Jinzai en japonais. Donc, les visas de travail qui ont été créés, c'était des visas type professeur, journaliste, médecin, ce type de métier-là. Par contre, pour les autres secteurs, on peut recruter, favoriser le recrutement des femmes ou des personnes âgées. Et durant les débats pour la réforme de cette loi, est formulé le vœu de créer le programme de formation des apprentis techniciens qui a vu le jour en 1993. Alors aujourd'hui, on est en 2023, donc exactement 30 ans, 30 ans après la création de ce programme qui va toucher à sa fin, qui va être aboli très bientôt. Euh, et donc, on va chercher à savoir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour la politique migratoire japonaise. Donc, je vais d'abord présenter ce que c'est ce programme de formation, les controverses qu'il y a eu autour de ce programme et ensuite, qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce programme, qu'est-ce qui est prévu et quel est l'avenir des politiques migratoires japonaises. Ok. Donc, le programme de formation des apprentis techniciens, il avait été créé pour une raison très simple, c'était la promotion du développement économique et social des pays d'Asie du Sud-Est. Euh, pour le dire clairement, donc, en 1950, les pays du Commonwealth élaborent le plan Colombo qui vise à reconstruire les pays asiatiques impactés par la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en 1954 que le Japon rejoint ce plan qui vise, lui, le Japon donc, va prioriser le transfert technologique et le développement du capital humain. En 86, à cet effet, le Japon commence à accueillir des stagiaires à travers le visa stage. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est en 1993 que le programme de formation des apprentis techniciens voit le jour. Toujours à cet effet-là, pour promouvoir le développement de ces pays-là. Alors, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Ici, je vous ai mis 1993-2009, mais en réalité, ça a un peu changé, mais c'est toujours à peu près la même chose. Donc, il y a deux types d'accueil, organismes de supervision ou entreprise à entreprise.
Donc, les organismes de supervision, c'est surtout par là que passent les gens. Moins 90% des apprentis techniciens passent par ces organismes-là. Donc, ce sont des organismes sur place qui s'occupent de les recruter et ensuite, au Japon, de leur trouver leur patron ou alors entreprise à entreprise. Et là, c'est plutôt les entreprises qui envoient leurs recrues et ça, c'est beaucoup moins courant. Alors, quand ils arrivaient au Japon jusqu'en 2009, ils obtenaient le visa stagiaire pour la première année. Ils suivaient une formation théorique. Ensuite, lorsqu'ils réussissaient le test d'aptitude, ils obtenaient pendant 2 ans le visa activité spécifique. Et là, ils avaient une formation pratique dans un secteur défini. Les secteurs qu'il pouvait y avoir, c'était surtout des secteurs comme l'industrie alimentaire, automobile, ou alors l'agriculture, la pêche, la construction, ce type de secteur-là. Et ce qui est très important de noter, c'est que une fois la formation terminée, ils devaient retourner dans leur pays d'origine. Ils n'avaient pas la possibilité de postuler pour un nouveau visa, de rester au Japon. Il n'y avait aucune de ces possibilités-là. Ils devaient obligatoirement rentrer dans leur pays d'origine. Ça ne fonctionne plus. Alors là, ici, je voulais vous montrer quelques chiffres, en sachant qu'en 95, le but pour les années 2000, c'était d'accueillir 100 000 apprentis techniciens. Bon, finalement, ce chiffre, il a été atteint dans les années 2010. Et là, vous voyez, en 2022, il y a au moins 216 000 apprentis techniciens au Japon. Alors, ce programme, il a subi 3 réformes majeures. La première réforme, c'était la création du visa formation technique. Parce que comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, c'était un peu compliqué avant. Ils passaient par le visa stage et après activité spécifique. Bon, c'était compliqué. Là, c'est vraiment un statut guinon tissu juste pour eux et ça facilite beaucoup plus le processus. Aussi, il y a une limite qui est imposée aux entreprises. Les apprentis techniciens ne peuvent composer que 5% de l'effectif total d'une entreprise. Ça évite les dérives. En 2013, le temps de formation a été allongé de 3 à 5 ans. Et en 2017, face à la recrudescence d'actes répréhensibles, CCOI, euh, les entreprises coupables ne peuvent plus recevoir d'apprentis pendant 1, 2 ou 5 ans. Et il y a aussi des contrôles réguliers qui sont effectués par l'Organisation pour la formation des apprentis techniciens. Et en fait, ces 3 réformes, elles ont été faites surtout pour protéger les apprentis techniciens d'abus qu'il y a pu avoir sur le lieu de formation. Et là, on va en arriver aux controverses. Je pense qu'il ne fonctionne plus. Désolée. Donc, qu'est-ce qu'on appelle acte répréhensible? C'est par exemple le fait de ne pas verser l'allocation de formation, le fait de leur faire des heures supplémentaires sans qu'ils soient rémunérés, mais c'était aussi les abus de pouvoir, les violences psychologiques, physiques ou même sexuelles. Ça pouvait être aussi des violences par négligence, c'est-à-dire que sur le lieu de formation, il n'y avait pas assez de sécurité, donc ils se blessaient ou ils pouvaient même mourir en fait. Je vous montre quelques chiffres. Entre 2003 et 2008, une enquête qui a été menée par le ministère du Travail a démontré que 1369 lieux de formation sont reconnus coupables d'actes répréhensibles. La conséquence de ça, c'est que durant la même période, 9000 apprentis ont fui le lieu de formation. Ils sont devenus des shisho au chat. Et je le rappelle, ils n'ont pas la possibilité de changer de visa. Donc, en fait, s'ils s'enfuient du lieu de formation, ils ne peuvent plus y retourner. Ils n'ont pas d'autre moyen, en fait, de rester au Japon. Ensuite, en 2019, il y a eu 759 cas d'abus, et donc 171 décès sur le lieu de formation. En 2023, ce sont 7247 entreprises qui sont reconnues coupables d'actes répréhensibles. Donc, le problème est toujours présent. Les autres controverses autour du programme, alors là, vous voyez le terme slavery ou dorese en japonais. C'est des mots un peu forts, mais ce sont des militants. Donc là, c'était une manifestation qui a eu lieu l'année dernière en juin. Alors pourquoi ils parlent de slavery ici? C'est parce que les apprentis ne peuvent pas changer d'employeur, en fait. Et le fait qu'ils ne peuvent pas changer d'employeur alors qu'ils peuvent subir des actes répréhensibles, donc ce dont on a parlé, surtout en termes de violence, ça pose problème parce qu'ils ne peuvent pas changer d'employeur, ils ne peuvent pas changer de visa, donc ils sont un peu coincés. Particulièrement parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux qui sont passés par des organismes de supervision ont contracté des dettes avant de venir, des dettes des sommes assez colossales que leur famille ou eux-mêmes ont pu contracter avant de venir au Japon. Et donc,
il n'y a plus la possibilité pour eux de rentrer chez eux, ni même d'obtenir un autre visa au Japon. Et l'autre controverse aussi, c'est le statut ambigu des apprentis. Et c'est très représentatif finalement de la politique migratoire japonaise. Ce sont des apprentis, mais ils relèvent du droit du travail. Ils n'ont pas le droit au recoupement familial, n'ont pas le droit de venir avec leur famille au Japon. Pas de possibilité de rester au Japon à l'issue de leur formation, jusqu'à récemment. Ils ont des horaires limités, ils n'ont pas de salaire, mais des allocations de formation. Et à cause de ça, et depuis la création en fait, du programme, il a été accusé par de nombreux chercheurs et militants d'être en fait un moyen de recruter de manière inassumée des travailleurs bon marché, peu qualifiés et aussi très malléables du fait de leur situation. Alors, ce programme, il touche à sa fin, mais est-ce que pour autant, ça veut dire que c'est un échec? Je vous ai parlé des abus, mais ça reste quand même pour une minorité des cas. La plupart des apprentis des pays d'envoi sont satisfaits du programme. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est une organisation qui s'appelle JITCO qui a mené une enquête là-dessus. Et le but du programme, c'était de former des apprentis, et ça a été le cas pour de nombreux pays d'Asie de l'Est. Donc, finalement, le contrat est un peu rempli. Euh, Moi, je pense plutôt que de parler d'échec, il faudrait parler de redéfinition. Et c'est la fin d'une certaine forme d'ambiguïté quant au recrutement de travailleurs étrangers moins qualifiés et de l'objectif du programme. C'est-à-dire que maintenant, on passe, alors j'ai écrit en bas, passage d'une politique de side door à une politique de front door. La politique de side door, c'était de dire, bon, ben, on va accueillir ces personnes-là et on va les former, et ensuite elles vont rentrer chez elles et développer leur pays. Et ce que de nombreux chercheurs ont pu démontrer à travers leur enquête, c'était que finalement, ce recrutement-là, ça les évitait de créer un visa véritable pour des travailleurs dans les secteurs que je vous ai cités avant, agriculture, pêche et construction. Donc là, maintenant, on passe à une politique de front door. Euh, et en réalité, ce n'est pas vraiment la fin du programme qui annonce ça, mais c'est plutôt depuis 2018, avec la création du visa compétence spécifique. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est un visa vraiment une politique de front door pour la première fois, et ça avait fait un tollé dans tous les médias, etc. Parce que pour la première fois, des travailleurs dans ces secteurs-là, comme vous pouvez le voir, donc il y a soit infirmiers, il y a aussi nettoyage de bâtiments, entretien automobile, hébergement, etc., restauration. Donc dans ces métiers-là, c'est la première fois qu'ils ont un visa de travail véritable et non pas passer par ce qu'on appelle la side door, la porte latérale, en recrutant des apprentis ou autres. Et ici, bon, c'est juste pour vous montrer, mais le visa compétence spéciale, euh, non seulement une fois qu'on obtient le deuxième statut, on peut rester au Japon indéfiniment, mais on peut aussi faire venir sa famille. Donc ça marque une rupture vraiment avec la politique qu'il y avait précédemment. Et aussi, donc on se doit de le noter, mais en fait, c'est depuis 2018 que les apprentis techniciens peuvent obtenir ce visa. Donc à l'époque, ils ne pouvaient pas obtenir ce visa. À l'époque, ils devaient rentrer chez eux. Là maintenant, depuis 2018, ils peuvent obtenir ce visa-là et 85% des personnes qui ont obtenu le visa compétence spécifique étaient d'anciens apprentis techniciens. Donc en fait, c'est depuis 2018 que l'objectif du programme avait changé. C'est pas depuis 2023. Et donc, le fait qu'il touche à sa fin, ça montre bien que les redéfinitions en 2018 ont fini par rattraper ce programme qui ne sert plus finalement. Alors, pour conclure, je vais passer à ma conclusion et aux deux questions que je me pose dans le cadre de ma thèse. La première question, c'est est-ce que tout ce que je vous ai présenté, ça veut dire que le Japon devient un État migratoire, c'est-à-dire qu'il va devenir un pays un peu comme des pays européens comme l'Allemagne ou même la France? Alors, pour des chercheurs comme Holyfield et Sharp, des politologues, oui, parce qu'ils pensent que ce nouveau visa et le nouveau programme sera une reproduction du schéma européen d'après-guerre. Donc pour eux, ils pensent qu'ensuite le Japon deviendra un État migratoire. Et pour des chercheurs comme Erin Chang, c'est pas le cas. Le Japon demeure un État développemental, c'est-à-dire qu'il pense d'abord à son économie et il s'avère que pour son économie, c'est utile d'avoir ce type de travailleurs-là. Donc ce visa est né grâce à ça, mais ça ne fera pas que le Japon deviendra un État migratoire. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que le Japon il est suffisamment compétitif? Le système, il existe depuis au moins une vingtaine d'années en Corée et à Taïwan. Donc, en fait, quand on réfléchit pourquoi une personne voudrait aller au Japon quand elle peut aller dans ces autres pays-là, comment est-ce que le Japon peut tirer son épingle du jeu avec ce nouveau visa et avec le nouveau programme
qui va naître. C'est un élément essentiel compte tenu des objectifs migratoires qui étaient affichés. Donc, quand le visa compétence spécifique a été créé, ce qui a été noté donc, dans les différents rapports, c'est que pour maintenir les standards sociaux et économiques du Japon, il est nécessaire d'accueillir ces travailleurs-là. Donc, c'est extrêmement important pour la survie, entre guillemets, du Japon que ce visa fonctionne et qu'il soit suffisamment compétitif face à d'autres pays comme la Corée et Taïwan, mais en réalité, l'Asie du Sud-Est, c'est une région autant d'émigration que de migration. Donc les gens, ils vont travailler à Singapour, en Thaïlande, ils ne sont pas nécessairement obligés d'aller ni en Corée, ni à Taïwan, ni même au Japon. Donc c'est des questions intéressantes pour ça. Voilà. Voici ma bibliographie et ben, je vous remercie de votre attention.